Bienvenue au balado L'Astuce, un espace dédié aux professionnels de la finance au Québec, où l'expertise rencontre la pratique. Dans cet univers auditif et visuel, nous vous proposons deux types de contenus. Tout d'abord, chaque mois, nous accueillons des invités de renommée qui gravitent autour de l'industrie des services financiers. Qu'il s'agisse d'avocats, de notaires, de comptables, de fiscalistes, de planificateurs financiers ou de hauts dirigeants de cabinets et d'entreprises. Leur expérience et leurs perspectives éclaireront votre compréhension de ce secteur dynamique. Ensuite, chaque semaine, plongez avec nous dans l'analyse minutieuse de stratégies et de théories financières et fiscales. Condensées en épisodes de 5 à 10 minutes, préparez-vous à découvrir des astuces précieuses pour naviguer avec succès dans le monde complexe de la finance. Bienvenue à cet épisode du balado L'Astuce. La première question que je vais vous poser aujourd'hui, c'est est-ce que vous êtes un couple en union de fait? Est-ce que vous êtes un couple marié? Parce que vous savez, en fait, principalement pour ceux qui sont du Québec, je vous pose une question ouverte comme ça. Comment pensez-vous que les couples sont la proportion, en fait, entre les couples mariés et les couples unis en union de fait, donc en union libre? Donc, je vous laisse quelques secondes pour y penser. Donc, des fois, moi, quand je me suis posé la question la première fois, je me suis dit, bon, ben, c'est sûr qu'il doit y avoir beaucoup de couples en union de fait parce que, bon, les nouveaux couples sont de moins en moins mariés, mais en même temps, au Québec, on a une population qui est quand même assez vieillissante. Donc, le fait d'avoir une population vieillissante va peut-être me dire que, bon, les gens sont principalement mariés et quand même beaucoup d'immigrants également au Québec. Donc, les immigrants sont plus mariés en proportion qu'au Québec. Donc, bref, tout ça étant dit, c'est qu'on arrive à peu près à une proportion qu'il y a 43% des couples au Québec qui sont en union libre. Donc, on se dit, ah, ben, c'est quand même une statistique qui est importante. Mais vous savez, le Canada, si on prend la moyenne canadienne, c'est 23% des couples qui sont en union libre. Donc, et cette moyenne-là, elle est poussée par le haut grâce au Québec, parce que si on s'en va en Ontario, la moyenne est aux alentours de 16% des couples en union libre. Donc, il y a eu une explosion dans mettons, les 2 dernières décennies sur le nombre de couples en union de fait, parce qu'on retourne dans les années 80, il y avait moins de 8% des couples qui étaient en union de fait versus 43% aujourd'hui. Donc, le Québec, c'est la province championne. C'est pas vrai, c'est pas la province championne parce qu'au Nunavut, il y a plus de 50% des couples qui sont en union de fait. Par contre, on sont 40 000. Donc, évidemment, ça n'a pas autant de répercussions statistiques parce que, bon, plusieurs millions de personnes versus 40 000 personnes, on s'entend là-dessus. Donc, cet enjeu-là m'amène à avoir la discussion sur les couples en union de fait parce que ben, vous savez, lorsqu'on parle de patrimoine familial, lorsqu'on se parle de couple marié, de couple en union de fait, ben, on se rend compte que, ben, on l'a vu avec le cas d'Éric et Lola il y a plusieurs années, que les couples en union de fait ne sont pas reconnus légalement au Québec. Donc, c'est quoi que ça amène comme répercussion? C'est que le potentiel d'iniquité entre un couple peut augmenter. Je vous donne l'exemple. J'ai un couple qui, bon, deux bons revenus, mais là, on a des enfants. Donc là, le fait d'avoir des enfants fait en sorte qu'il y a un des deux membres du couple qui peut-être va devoir s'occuper un petit peu plus de la famille, ce qui fait en sorte que cette personne-là met de côté ses projets professionnels. Puis là, je dis potentiel, là, on discute de ça. Et là, ce qui arrive, c'est que ben, il y en a un qui a des revenus plus élevés, continue à maximiser ses REER, continue à maximiser ses CELI, contribue peut-être plus au développement de la famille, hein, parce qu'il a plus gros revenus, mais l'autre personne ne contribue pas à son REER, ne contribue pas à son CELI, ou pas, du moins pas au même niveau. Ce qui fait en sorte qu'on fait plusieurs années comme ça, il y a une équité, mais on se dit, bon, on est une famille, puis finalement, c'est le même fonds de retraite. Puis finalement, ben, 10 ans plus tard, une séparation. Qu'est-ce qui arrive? Bien évidemment, on est en union de fait. Hein? Fait que je ne peux pas demander une pension pour conjoint. Je ne peux pas demander d'avoir la moitié de ses actifs de retraite. Chacun garde ses choses. Donc, là, je vous pose la question, est-ce que c'est équitable? Il y en a qui vont dire, ben oui, c'est équitable, chacun ses affaires. Mais en même temps, si l'autre personne s'est occupée de vos affaires pendant toutes ces années-là, puis elle n'a pas été dédommagée pour ça, ben, on crée peut-être un autre problème. Ça étant dit, donc c'est possible de régler ça. C'est possible de régler en partie tout ça grâce à un contrat de vie commune. Donc, ici, je suis dans l'outil de l'Astuce Max. Là, on ne parle pas vraiment de contrat de vie commune dans l'outil, mais on va parler de si je m'en vais dans tout le volet de la gestion des risques, parce que ça va m'amener de parler de testament, puis ça va me parler de mandat également. Parce que là, je viens de vous montrer qu'il peut y avoir des écarts qui sont importants au Québec. Donc, comment je peux régler ça avec un contrat de vie commune? Donc, je fais un contrat de vie commune, puis by the way, il y a moins de 5% des couples en union de fait qui ont un contrat de vie commune. Puis ceux qui en ont un, ça serait intéressant d'aller voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans, parce que
sais, je peux le monter comme je veux, un peu mon contrat de vie commune. Donc, je pourrais protéger mon conjoint ou ma conjointe avec ce contrat-là. Je pourrais me créer un patrimoine familial, je pourrais me créer un partage, je pourrais me créer quelque chose avec une, euh, une pension alimentaire au conjoint, par exemple. Bref, je pourrais avoir à créer quelque chose. Donc, je le fais comme je le veux, là, évidemment. Mais au niveau du testament également, c'est à prendre en considération parce que si on meurt sans testament, puis qu'on vient de dire que le couple en union de fait n'est pas reconnu, ben ça va nous créer un problème encore une fois. Parce que supposons moi et ma conjointe, on a une maison, je décède, j'ai pas de testament, les parts de ma maison s'en vont à mes parents, à mes frères et sœurs, parce que je vais être considéré comme étant célibataire. Donc, disons que je suis célibataire et que j'ai pas d'enfant. Donc, célibataire, pas d'enfant, on regarde ça, les pères-mères vont avoir la moitié et mes frères et sœurs vont avoir l'autre moitié. Mais moi, c'est pas ça que je veux que ça s'en aille à ma conjointe. Puis là, ma conjointe n'est pas un héritier légaux. Donc, la seule façon que je peux contourner c'est pas, je contourne pas la loi, mais que je veux pas m'en aller avec les héritiers légaux, mais c'est via un testament. Donc, via un testament, je pourrais léguer les parts de ma maison, de mon condo, à ma conjointe. La même chose pour les régimes enregistrés d'épargne retraite, la même chose pour mon compte épargne libre d'impôt. Si je ne l'écris pas nulle part, ça va s'en aller à, euh, à mes pères, à mon père, mère, frère, sœur. Si j'ai des enfants, ça va s'en aller aux enfants. Le problème que ça a quand j'ai une bonne fortune, ça s'en va aux enfants. Mais là, est-ce que ma conjointe n'aura pas la pleine administration de cet argent-là? Donc là, on vient de créer un petit peu de trouble avec ça également. Donc l'idée là-dedans, c'est de bien se protéger parce que, bon, tantôt, je reviens sur ce que je disais, 43% des couples en union de fait. Si la majorité des couples étaient, disons, mettons qu'on avait 5% des couples qui étaient en union de fait, est-ce que ça vaudrait la peine d'en discuter? Ben, oui, pour protéger ce 5%-là. Mais là, c'est 43% et probablement beaucoup de jeunes à l'intérieur de tout ça, donc peut-être des 50 ans et moins. Et là, ça serait intéressant d'avoir la statistique. C'est quoi la proportion de ces gens-là qui ont un testament? Parce que moi, d'après moi, elle est très, très basse. Donc, vous voyez on est vulnérable. On a une bonne majorité de la population qui est en union de fait, potentiellement pas protégée par un testament. Donc, en cas d'un décès prématuré, bon, l'argent s'en va pas où on veut. Donc, ça risque de créer certains problèmes là-dessus. Donc, ici, via l'outil de l'Astuce Max, on est capable de voir un peu, avoir ce visuel-là au niveau du testament. Et là, ben, faire un testament pour un couple en union de fait, il y en a qui vont me dire, ouais, mais aller voir un notaire, ça a des coûts. Là, évidemment, ça coûte quelque chose un testament, là, plus ou moins 500 $, tout dépendant de tout ce qu'on fait avec ça. Mais il y a une façon de faire d'autres types de testaments. Il y a le testament holographe, donc c'est un testament que je dois écrire à la main. Donc, ça n'a aucun coût parce que je le fais moi-même. Je n'ai pas besoin de témoin quand je le fais à la main. Par contre, après ça, il va falloir que je le fasse vérifier, homologuer. Donc, ça peut avoir jusqu'à 1000 $ de coût là-dessus. Évidemment, ça peut amener de la contestabilité parce que vous n'êtes pas un expert en droit. Donc, écrire un testament, si vous contournez certaines clauses qui sont... Je vais vous donner un exemple. Vous ne pouvez pas contourner le patrimoine familial via le testament. Donc, si vous êtes un couple marié, faites un testament holographe et vous dites, moi, je lègue tout à ma sœur. Évidemment, ça ne marchera pas parce que vous êtes soumis au partage du patrimoine familial. Donc, le testament, il n'est pas valide de cette façon-là si vous léguez tout à quelqu'un qui n'a pas rapport avec le patrimoine familial. Après patrimoine familial, votre portion pourrait être léguée à votre sœur ou à votre nouvelle blonde, à votre nouveau chum, mais elle ne pourrait pas avec la personne avec qui vous êtes marié. Donc, ça devient contestable. Il y a des testaments qui peuvent être faits devant témoin. Donc, un testament devant témoin peut être écrit à la main aussi, mais il peut être fait j'allais dire la dictalo, il peut être fait à l'ordinateur. Évidemment, ça n'a pas de coût. Il y a des avocats qui vont faire des testaments devant témoin, donc évidemment, ça aura un coût si c'est un avocat qui le fait. Ça prend 2 témoins, donc 2 témoins qui vont signer. Les témoins ne doivent pas être bénéficiaires de ce testament-là. Donc, on signe devant 2 témoins et on va devoir faire vérifier le testament également en cas de décès. Donc, ça va falloir faire une homologation. Et encore une fois, ça amène une contestabilité parce que, bon, vous êtes encore là, si vous l'avez fait vous-même, vous n'êtes pas un expert là-dedans. Finalement, on a les testaments notariés. Donc, évidemment, il y a encore une notion de témoin, mais le notaire s'occupe de tout ça. Ça ne coûtera rien de le faire vérifier. Ça va être beaucoup plus difficile à contester, évidemment, un testament qui est fait devant un notaire. Bref, c'était le balado aujourd'hui sur tout le volet union de fait, mais de toutes les répercussions légales que l'union de fait peut amener, principalement au Québec. Donc, on a une formation aussi qui est disponible sur l'union de fait. Donc, vous pouvez la regarder sur le site de l'Astuce Formation. C'est une formation qui explique vraiment en détail
tout ce que l'union de fait peut générer, puis comment on peut faire pour se protéger de tout ça. Parce que bon, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas se marier, mais quand même, c'est important d'avoir un niveau de protection. Merci d'avoir écouté ce balado. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner. Et nous, on se revoit au prochain balado.